asalaamaaleykum asalaamaaleykum rahmatulah taala wa barakaatu seen mbokk Babacar Gueye moom mooy dellu si waat continuer ak yéen si waxtaan bu ñu engagé woon sur ñu ngi tolloon si partie 17 bi doon càmbar doon partager la politique de l'acte de décentralisation appelée acte 3 de la décentralisation tey nag dañuy ñëw si un aspect extrêmement important: comment on est arrivé à définir cette politique. pàcc bu njëkk bi ba mu leen fàttalee assise de la décentralisation ñu defoon 2008 mooy yàgg naa ko wax moom mooy tegoon les bases vraiment de réflexion sur l'acte 2 donc de 1996, mais fii en 2013 il y avait un comité extrêmement important mis en place par le chef de l'État pour réfléchir sur la décentralisation et proposer des pistes bien des actions stratégiques concernant l'acte 3 de la décentralisation. Une des réflexions se retrouve au niveau de la cohérence territoriale. Donc, c'est de construire le Sénégal à partir de ces territoires. Donc, à partir du diagnostic déjà fait, il était entendu que l'évolution du contexte et la faiblesse des politiques et stratégies de développement appliquées jusque-là n'étaient pas satisfaisantes. Donc, il fallait trouver d'autres initiatives et d'autres alternatives pour corriger les déficiences et produire simultanément des progrès significatifs à l'échelle nationale et un développement local harmonieux. Donc, pour cela, euh, le chef de l'État de l'époque, en 2013, son Excellence M. Macky Sall, a demandé de s'arrêter et d'apprécier objectivement la dynamique de la décentralisation dans tous ses contours et de construire dans le cadre d'un dialogue consensuel et prospectif le renouveau de la modernisation de l'État à travers une décentralisation cohérente dans ses principes et performante dans sa mise en œuvre. Donc tout ceci passe par des axes de réflexion donc bien déterminés. Le premier, c'était de regarder attentivement l'organisation administrative du territoire. Donc, il était indiqué à l'époque, en 2013, je rappelle bien, que la carte administrative du Sénégal a subi des modifications, comme en témoignent les réformes majeures qui ont jalonné l'organisation administrative du pays. Vous avez la réforme du 1er février 1972 qui fixe l'organisation de l'administration territoriale en divisant le pays en 7 régions, à leur tour subdivisées en départements, les départements en communes et arrondissements et les arrondissements en communautés rurales. La mise en place de nouvelles unités administratives est intervenue en 1976 avec la division de la région de Diourbel en 2 entités, la région de Diourbel et celle de Louga, ce qui portera le nombre de régions à 8. En 1984, le découpage a été modifié de nouveau, portant le nombre de régions à 10. La région de la Casamance a été divisée en 2 régions, la région de Ziguinchor et celle de Kolda, et la région de Sine Saloum scindée en 2, la région de Kaolack et Fatick. En 2002, on a vu la création de la région de Matam. La réforme de 2008, modifiée par la volonté
d'améliorer l'organisation administrative du territoire consacre la création de nouvelles régions de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou et de nouvelles collectivités locales en leur sein. Alors, le résultat qu'on avait en 2013 concernant le découpage administratif, vous avez au niveau de la déconcentration 14 régions, 45 départements, 123 arrondissements. Au niveau de la décentralisation, vous avez à l'époque 14 régions, 45 départements, 123 arrondissements, 126 communes dont 5 villes, 46 communes d'arrondissement et 385 communautés rurales. Donc, c'était ça la situation, le portrait de la déconcentration et de la décentralisation lorsqu'on faisait le diagnostic pour la politique de l'acte 3 de la décentralisation. Mais ce découpage répondait à des logiques. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la logique, les logiques de découpage sectoriel. Ce sont des logiques qui se juxtaposent aussi à ces différents niveaux d'organisation précités en fonction des modes opérateurs et des objectifs de différentes politiques mises en œuvre. À partir des divisions administratives de base qu'on a évoquées, sont définies des divisions de gestion sectorielle. Certaines administrations ont tendance en effet à construire leur territoire propre de gestion. Vous avez la santé à ses régions médicales et ses districts sanitaires. L'éducation dispose de sa carte scolaire. L'agriculture a défini des zones de développement rural, souvent impulsées par des sociétés nationales. Il existe également des circonscriptions téléphoniques, électriques, de transport, du tourisme, par exemple, du tourisme. L'armée nationale a aussi une organisation territoriale épousant le découpage en 7 régions, etc. Donc, résultat, ces divisions complexifient davantage la problématique du découpage territorial. En deuxième lieu, on a les logiques de découpage d'aménagement du territoire. Dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire, PNAT, il ne faut pas confondre avec le PNADT, ils avaient ciblé 21 zones qui étaient identifiées sur la base de leur potentialité naturelle et économique. L'objectif de ce zonage homogène était d'assurer le développement des territoires à partir de leurs ressources spécifiques. Comme exemple, vous avez le plan directeur forestier élaboré en 1993 qui a subdivisé le Sénégal en 6 zones écogéographiques selon des critères qui prennent en compte un ensemble de facteurs hydrographiques, biophysiques et socio-économiques permettant d'avoir des espaces plus ou moins homogènes dans une perspective d'aménagement intégré et de gestion des ressources naturelles. Des stratégies plaçant la biodiversité au cœur des activités des hommes pour faire face au changement climatique et à ses impacts, notamment en termes d'insécurité alimentaire, de dégradation des ressources naturelles, sont devenues de plus en plus indispensables. Ce qui nous amène à voir, au-delà de ces logiques, le mode de gouvernance des échelons. Le mode de gouvernance développé au Sénégal depuis les indépendances pour l'organisation administrative repose sur 2 techniques. Les techniques administratives, que sont la déconcentration, rapprocher davantage de l'administration de ses administrés, et la décentralisation, qui résulte de la création et responsabilité des collectivités locales compétentes. Alors, maintenant, dans ces échelles, on pourra noter les niveaux de gouvernance. La région, par exemple, au niveau de la déconcentration,
La région, c'est une circonscription administrative de coordination. La région est administrée par un gouverneur délégué du président de la République et représentant le Premier ministre et tous les ministres qui remplit en outre les fonctions suivantes. Par exemple, on va prendre quelques fonctions. De veiller à l'exécution des lois et règlements, d'exercer le contrôle de légalité sur les collectivités correspondantes, par exemple la région, signer avec les exécutifs des collectivités territoriales des conventions. Alors, ça, c'est quelques fonctions. Pour la décentralisation, la région est une collectivité locale, personne morale de droit public administrée par un conseil régional élu au suffrage universel direct à la tête duquel se trouve le président du conseil régional, qui partage son territoire avec les communes et les communautés rurales, ne maîtrise pas ce territoire et, et ne parvient pas à assurer ses fonctions de coordination des actions de développement de l'État et des collectivités locales de base. Donc, ce sont quelques attributions ou bien fonctions pour la région. Maintenant, pour le département, qui était en 2013 circonscription administrative intermédiaire entre la région et l'arrondissement, administrée par un préfet, délégué du président de la République et représentant le ministre. Et comme par extension, de veiller à la sauvegarde des intérêts, d'exercer la conduite de légalité, le contrôle de légalité, donc d'assister aux réunions du conseil municipal, ainsi de suite. Mais à l'époque, le département n'était pas une collectivité territoriale. Vous avez l'arrondissement aussi qui était une circonscription administrative de base, niveau d'exécution des politiques gouvernementales administrées par un sous-préfet, délégué du président de la République et représentant aussi le Premier ministre et tous les ministres, donc qui avaient pratiquement des missions similaires aux autres autorités administratives, mais suivant leur localité. Au niveau de la commune se retrouve au niveau de la décentralisation. C'est une collectivité locale, personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière, regroupe les habitants du périmètre d'une même localité, d'après le code de 1993. Donc, la commune avait des compétences transférées qu'elle devait donc exercer sous l'autorité ou bien sous le contrôle de légalité des autorités administratives. Vous avez les communes d'arrondissement, collectivités locales de base en zone urbaine, personnes morales de droit public, dotées de l'autonomie financière, administrées par un conseil dirigé par un maire. Vous avez les communautés rurales, ce sont des collectivités locales de base en zone rurale, personnes morales de droit, donc public, dotées de l'autonomie financière, regroupées un certain nombre de villages appartenant au même terroir. Alors, vous avez aussi les villages et quartiers. Donc, au niveau de la déconcentration, représente l'autorité administrative, veille sur l'application des lois et règlements. Ce sont aussi des membres de la commission domaniale au niveau des collectivités territoriales. Donc, c'était ça, cette partie qu'on voulait vous présenter. Dans l'autre partie qui va suivre, on va entrer en profondeur sur les raisons vraiment majeures de cet acte 3 de la décentralisation à travers la cohérence territoriale.